Le cinéma est un art total. Voilà, c'est dit. Bon, c'est aussi une industrie, on est d'accord, mais déjà calmez-vous, je n'en suis qu'à la deuxième ligne, et ensuite ce n'est pas l'aspect qu'on va aborder aujourd'hui. Quand je dis total, ça veut simplement dire que le cinéma, par sa nature même, se trouve au croisement d'une foultitude d'autres disciplines, comme le théâtre, la littérature, la musique, ou encore la peinture. Car oui, l'art de composer un plan s'avère souvent très proche de l'art de composer une toile. Et même si le cinéma a au fil du temps constitué son propre langage visuel, la peinture continue encore et toujours à se frayer bravement un chemin vers le 7e art. Et ce, de multiples manières. On peut déjà retrouver cette influence au cœur de la démarche visuelle de beaucoup de cinéastes, depuis la filmographie de Jean Renoir ou l'impressionnisme de Papa Auguste à fleur de toutes parts, jusqu'au Ridley Scott de Gladiator qui a fondé toute l'esthétique du film sur le tableau Pollice et Verso de Jérôme, en passant par la fameuse collaboration surréaliste entre Dali et Buñuel qu'on ne présente plus, à moins de faire danser le French Cancan à tous les globes oculaires à l'ouest du Mississippi. Certains courants picturaux ont eu une influence très forte sur les débuts du cinéma, comme l'expressionnisme. Ils ont contribué à forger ce que deviendrait la grammaire filmique, et donc la phase du cinéma mondial. Concernant l'expressionnisme, il a d'ailleurs même fini par faire toutes sortes de sauts carpés dans la culture pop, masque de scream et autres joyeusetés à l'appui. Mais là on s'égare. Chaque cinéaste a un rapport à la composition picturale qui lui est propre, qu'il se sente proche ou non des nobles ancêtres de l'art filmique. Toutefois, je ne vais pas me lancer ici dans une analyse comparative esthétique entre cinéma et peinture. C'est un sujet qui a été maintes fois traité et qui demanderait de toute manière une chronique à part entière. Non, là j'ai envie de me pencher sur un aspect généralement moins évoqué, car le cinéma ne se limite bien sûr pas à son aspect strictement visuel. C'est aussi et avant tout une immense machine à brasser des imaginaires. D'où la fatale question, lorsque la thématique de la peinture est intégrée à un film, qu'est-ce qu'elle est censée y représenter? Parce que la peinture, niveau réservoir symbolique inépuisable, ça se pose là. Donc on peut facilement imaginer qu'au cinéma, elle va endosser tout un tas de rôles différents. Mais soyons clairs, dans beaucoup de cas, ça va pas chercher très loin. Ainsi, le premier usage de la peinture est purement décoratif. Là on est dans la base de l'habillage du cadre, et comme l'indique une maxime philosophique ancestrale, la peinture ça fait joli, tout fout le camp. Cet usage décoratif est aussi pour beaucoup de scénaristes un moyen simple mais efficace, mais surtout simple, de définir l'appartenance sociale des personnages autrement que par le dialogue, puisque pour beaucoup, l'intérêt pour les beaux-arts est associé aux classes les plus aisées. Après, quitte à reléguer la peinture à une simple toile de fond, certains créateurs en profitent aussi pour s'amuser ou faire plaisir. Ainsi, saviez-vous que non content de jouer un peintre dans Meurtre Parfait, Viggo Mortensen a réellement peint les tableaux qu'on y voit? On s'en fout? Ok. Par-delà cet aspect ornemental, la peinture peut être aussi utilisée comme un simple contexte narratif, lorsque l'un des personnages s'avère être peintre sans que son rapport profond à l'art ne soit spécialement le cœur du récit. Mais niveau mécanique de narration, la peinture est aussi et surtout utilisée comme un MacGuffin. Mais si, vous savez, le MacGuffin, qui n'est pas une maladie vénérienne, mais le nom qu'Hitchcock donnait à la petite astuce de scénario complètement arbitraire qui sert à faire avancer un récit. Et dans les thrillers à la Thomas Crown par exemple, la peinture est MacGuffinisée à tout va, souvent réduite à une simple valeur pécuniaire et patrimoniale, après laquelle une meute de kidam vénaux court la bave aux lèvres et le silencieux fièrement vissé. On n'était pas censé parler d'imaginaire là? Heureusement, il arrive qu'on dépasse ces représentations plutôt basiques. Et quand on ne traite plus la peinture par rapport à ce qu'elle vaut, on en arrive à la question plus intéressante de sa signification. Là, on peut penser à quelques œuvres quasi expérimentales, comme le Mystère Picasso de Clouzot, ou même Passion de Godard, avec sa reconstitution live et métaphorique de tableaux, qu'il explore de manière renouvelée en y insufflant les jeux de profondeur et de lumière propres au cinéma. Mais ce qui peut sauter plus spontanément à l'esprit, ce sont les biopics de peintres, dont la plupart des titres, il faut bien l'avouer, font souvent preuve d'une inventivité à défriser une garnison de poils pubiens. Merci d'ailleurs Love is the Devil de relever le niveau. En même temps, l'appeler Bacon aurait pu faire croire à un documentaire sur l'agroalimentaire, donc oublions. Bien sûr, la plupart de ces biopics ne vont pas jusqu'à proposer une analyse en profondeur de l'œuvre. Il s'agit de cinéma, avec des impératifs narratifs et un focus sur l'humain, pas un court filmé. En dressant généralement un parallèle entre cette œuvre et la vie de son créateur, ils parviennent tout de même à en évoquer quelques très importants, qui toutefois relèvent souvent plus de la culture G que d'une vraie démarche cinématographique. Avec les biopics, on reste donc dans des cas assez particuliers, on ne touche pas encore à ce que représente la peinture dans l'imaginaire collectif. Et là, on en vient enfin à l'essentiel. C'est pas dommage. Par-delà ce que représente telle ou telle œuvre en particulier, force est de constater que le cinéma s'intéresse surtout à l'idée d'œuvre elle-même, ainsi que la démarche qui conduit à la créer. Parce que cette démarche, qu'est-ce qu'elle symbolise finalement? Pour le peintre, elle est avant tout une expression de soi et de son rapport aux autres. Dans ce contexte, un tableau n'est plus un simple objet. En dehors de quelques exceptions notables comme le portrait de Dorian Gray où la peinture se fait métaphore des ténèbres et de l'emprisonnement dans la vanité, elle est le plus souvent un symbole de liberté et une tentative de compréhension du monde. Et ça, c'est une symbolique que le cinéma aime manier, parce qu'elle parle à n'importe quel spectateur sans avoir besoin de références pointues. Bien sûr, certains films se questionnent précisément sur la question de la création artistique et de l'inspiration, comme La Belle Noiseuse de Rivette et sa réflexion sur le désir et les rapports de domination. Mais force est de constater que le plus souvent, la métaphore est bien plus large. Prenons un exemple pas du tout surexploité. La Joconde est le tableau le plus connu au monde, ce qui la rend parfaite pour un scénariste. Pour des raisons pratiques d'abord, puisqu'il n'y a quasiment pas besoin de prendre le temps de la présenter. Pour des raisons symboliques ensuite, puisque son aura toute particulière lui permet d'englober les thématiques dont on vient de parler. Pour beaucoup de gens, la Joconde n'est pas juste la Joconde, elle incarne le concept même de peinture. D'où son omniprésence dans les films. C'est tarte à la crème, mais bordel, ça fonctionne. À mon sens, on peut trouver 3 grands cas de figure dans son usage. D'abord, la Joconde comme symbole d'effondrement de la liberté, lorsqu'elle se fait subtiliser, détériorer, cacher, cramer la face ou tout autre sévice malvenu.
Equilibrium en donne un bon exemple. Wouch, a plus la liberté. Avec la Joconde, c'est la création qui s'envole, donc la liberté d'expression, donc la beauté de l'humain, donc le patrimoine culturel, le raffinement, la civilisation, le plancton, les abeilles et l'envie de s'en offusquer. Ensuite, la Joconde comme symbole de réalisation de soi. Là, prenons l'exemple du sourire de Mona Lisa et de sa pimpante professeure d'art en butte aux préjugés de la société américaine policée des années 50. À travers son étude de plusieurs œuvres dont la Joconde constitue la pimpe ultime, l'art devient le vecteur d'un parcours initiatique, et la Joconde, le prisme d'une ouverture des mœurs, donc des perspectives de vie de braves étudiants qui n'ont pas encore connu le séisme Elvis, donc du progressisme, d'une évolution de la condition féminine, d'un monde meilleur, du plancton, des abeilles et de l'envie de s'en émerveiller. Enfin, prenons la Joconde comme symbole de l'exploration des mystères du monde. Et là, l'exemple du Da Vinci Code s'impose, ce qui me picote un peu les lombaires vu la qualité du film, mais bon, c'est pas la question. Comme la peinture est vectrice d'expression, elle peut servir à dissimuler différents niveaux de compréhension et de messages qui dessinent les contours d'une réalité insoupçonnée. La Joconde, par les secrets de sa conception et de sa composition, et d'un message écrit sur sa vitre, devient alors un vecteur de transcendance qui ouvre l'esprit des personnages sur un degré supérieur de conscience du monde qui les entoure. On entre alors dans la dimension mystique de l'art, portée par une donnée assez peu quantifiable, à moins qu'on s'appelle Inaritu et qu'on fasse un film qui s'appelle 21 grammes. L'âme. Tout ça en un seul tableau. Laissez-moi vous dire que la Joconde, elle a un cardio béton. Bref, comme le montrent de nombreuses œuvres phares, non ? Quelques œuvres phares, non plus ou moins une œuvre phare. La peinture est donc utilisée par le cinéma comme prisme pour parler de l'humain. Par-delà l'aspect strictement esthétique, les deux arts se rejoignent dans leur manière de constamment reconstruire un ensemble de symboliques que notre imaginaire commun nous permet d'appréhender sans forcément être blindé de références. Et c'est peut-être là toute la beauté universelle de la chose. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des différentes manières dont la peinture investit le cinéma. Mais retournons maintenant le sujet et voyons comment le cinéma investit l'un des lieux les plus importants dans la représentation de la peinture et de l'art en général, à savoir le Louvre. Cliquez sur ce petit lien, vous y amènera. Vraiment. Ça n'entraînera ni mal de mer ni contrôle fiscal. Je vous assure. Je vais rester un petit peu là. Prenez votre temps. C'est important de prendre son temps.